Cette semaine, au Chaos Show, à l'épisode 13, vous allez sûrement entendre des bruits de fond qui sont pas là d'habitude. Comme vous le savez, c'est la semaine de relâche. Donc, la marmaille est en studio avec nous. Donc, bon épisode. Bienvenue tout le monde au Chaos Show pour un 13e épisode, Matt. Ça allait commence à sortir, j'ai mis mon petit polo de golf. Tranquillement, ça s'en vient. On Va arrêter de geler dans le visage quand on marche pour venir au studio. Là. Il y a du vent ici. On est un peu loin, hein? Là, je pense, rendu à 15, on devrait avoir notre stationnement privé. Ouais, j'ai remarqué Monsieur Côté. Puis, on va le demander. Louis Morissette, ça a l'air qu'il travaille là-dessus. Rendu à l'épisode 13, suivez-nous sur les plateformes web, sur notre chaîne YouTube, sur où, Matt? Un peu partout, TikTok. Ouais, YouTube, c'est ça, on met des extraits sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux en général, Facebook. L'application. Ouais, puis tu sais, c'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, donc toutes les plateformes, on est là. Abonnez-vous pour des extraits inédits également, les face-à-face, les capsules Combat pour les nuls qu'on a faites aussi. Très bientôt, on va en remettre une vingtaine d'autres pour Combat pour les nuls, des capsules vraiment, vraiment cool, vraiment le fun. On se prend pas au sérieux, mais on explique bien, par exemple. Ouais, ça, c'est ça. Il y a moyen d'avoir du fun en étant sérieux. Exactement. Ça se dit. All right, on commence avec le premier round. Round 1. Matt, au premier round, on va commencer avec, comme vous le savez, on vous lit à toutes les semaines, on lit tous les commentaires. Merci de participer à cette aventure-là avec nous autres. Et il y a des bons commentaires et il y a des commentaires un petit peu moins bons aussi. Souvent, on va pas discutable. Souvent, on va pas s'attarder souvent à des commentaires négatifs parce qu'on sait qu'on fait une bonne job, puis on sait que notre communauté nous dit qu'on fait une bonne job aussi. Puis on fait ça pour le fun, nous autres, honnêtement, parce que c'est notre passion. Mais je veux juste dire un petit salut à un beau monsieur. Un monsieur qui, je sais pas s'il aime nous haïr, mais vu qu'il le fait publiquement, ben on va le saluer publiquement aussi. Monsieur qui a pas l'air d'apprécier notre travail, mais en même temps, il continue à nous regarder et continue à nous écrire. Dans le fond, c'est notre fan numéro 1. Je pense que c'est notre fan numéro 1. Moi, quand je déteste quelque chose, je perds pas mon temps à le regarder. Exemple, je détestais Tom Brady et les Pats dans le temps, mais je les regardais pas, tu sais. Mais voilà, je sais pas, c'est comme un peu, c'est comme son plaisir, on est son plaisir coupable. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, on te souhaite une bonne journée. Puis quand on te souhaite de trouver le bonheur, puis that's it. Malgré qu'on sait pas de quoi qu'on parle. Ben c'est ça. On te salue quand même. Puis moi, j'ajouterais que ce qu'on veut, tu sais, on vous lit, on vous écoute, on aime ça avoir du débat. Quand on dit quelque chose, exemple, on pense qu'un tel va gagner ou pas, ou on se prononce un sujet. Vous pouvez nous dire, hey, je suis pas d'accord, Pat, Matt, vous êtes aux côtés. Absolument. Ça, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est cool d'une communauté qu'on essaie de bâtir. Mais il y a toujours une manière de le faire le respect. Puis, tu sais, je suis pas obligé de te dire que tu connais rien dans la vie parce que je suis pas de ton avis. Je pense qu'on se prend pas au sérieux. Puis surtout, critiquer beaucoup les invités dans le face-à-face. Nous autres, moi, j'invite du monde pour parler de leur passion de sport de combat. C'est pas mal ça la base de ce show-là. Fait que si t'es pas content, ben regarde-les pas, puis c'est tout. Mais toutes les autres, 98% du temps, c'est des beaux commentaires, puis un bel échange entre nous autres, puis continuez, puis s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres, écrivez-le aussi. On se prend pas au sérieux, puis si ça peut améliorer notre show, ça va être parfait. On veut du débat, mais dans le respect. On continue avec une grosse nouvelle, en tout cas, on avait parlé la semaine passée, puis ça a sorti la journée qu'on avait enregistré le podcast, fait qu'on ne pouvait pas vraiment brûler la nouvelle, parce qu'on le savait, mais on nous avait demandé de ne pas le dire. Julien Leblanc, qui signe avec l'UFC. On le savait, il était sur le roster de l'UFC. On te marquait, il y avait une page de statistiques. Il y avait des signes. On ne savait pas quand. Mais finalement, il va se battre à Winnipeg face à Robert Valentin. Ouais, fait que, comme on l'avait dit la semaine dernière, super bonne nouvelle pour Julien. Un gars qui roule sa bosse depuis tellement longtemps dans la game du MMA. Finalement, il a sa chance. On le sait, quand l'UFC débarque au Canada, dans n'importe quel pays, autres les États-Unis, essaie d'attirer des talents locaux pour mettre sur la carte. Julien en est. Un bon défi. Robert Valentin, rappelle-moi, c'est celui qui avait été en finale de l'Ultimate Fighter. Il a gagné l'Ultimate Fighter. Il a gagné. Mais là, il est sur 3 défaites de suite. Puis il a gagné l'Ultimate Fighter la saison que Julien a essayé de rentrer dans cette saison-là. Puis Julien avait été coupé à la dernière étape. Exact. Fait qu'il se retrouve finalement. Robert Valentin, il est prenable. Il a 3 défaites de suite. Il est vraiment pas sur une bonne séquence. Puis Julien, c'est toute une séquence, des gros KO à son dernier combat.
34 ans, il n'y a pas vraiment de temps à perdre. Pour lui, c'est un accomplissement de vie. On s'entend à 34 ans, moi je le connais très très bien, puis il a dit, à un moment donné, je sais pas, ça va bien, je gagne, mais ça va-tu arriver à un moment donné, tu le sais pas. Puis, au début, l'UFC était supposé aller à Ottawa, il vient de Gatineau, fait qu'on avait misé beaucoup sur lui pour vendre des billets, parce qu'à toutes les fois qu'il se bat à Gatineau, il remplit la salle à Samouraï, ben oui. Il va remplir la salle. Là, finalement, c'était à Winnipeg, mais ça ne change rien. Il va aller à Winnipeg, puis je suis sûr qu'il va bien performer. Ouais, puis comme tu dis, c'est ça qui est le fun, c'est un adversaire prenable. Écoute, t'as gagné Ultimate Fighter, t'es un bon combattant, mais sur une séquence perdante, pourquoi pas? Comme quoi dans la vie, hein? Tout est dans tout. Tu te retrouves le gars sur ton chemin qui a gagné le show, que toi, t'étais coupé en dernier. C'est fucking. Ça, c'est ce type de truc-là dans l'univers, on dirait, ça me fascine toujours. Ouais, bon, ben, on lui souhaite le meilleur. Pour vrai, Julien, il fait partie des bons. Il fait partie des gentils. On parle des méchants et des gentils, des fois, dans les histoires de sport de combat, ça prend des gens. Ça prend des méchants, mais ça prend des gentils. Julien, c'est le good guy. Un 4e Québécois à l'UFC, si je me trompe pas, seulement. Donc, ouais, Jourdain, Barriault. Ben, les 2 Jourdain, Barriaux, lui. Ah, avec le 5e. Ouais. Pas beaucoup, là. Non, sur 750-800 fighters à l'UFC, 5 Québécois. C'est très peu. On va se mettre en l'air de lui et on va l'encourager. Yes. Je le confirme. Samedi passé, sur TVA Sport Direct. Vous avez aimé ça? Richard, un commentaire à émettre là-dessus. Non, je pense qu'il n'a même pas dit rien là-dessus. Il y en a bien d'autres qui étaient bien déçus. J'ai essayé de l'expliquer. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma page professionnelle de Facebook. J'ai essayé d'expliquer pourquoi et comment, mais encore une fois, du monde qui était pas content. C'est pas compliqué, là, je vous le dis. Vous téléchargez l'application, c'est gratuit. On vous donne une façon de l'écouter quand même gratuitement. Là. Fait que je peux pas faire plus que ça. Fait que si vous n'êtes pas capable de le trouver ou ça vous intéresse pas, ben c'est votre problème, honnêtement. À un moment donné, c'est pas pas aller chez vous et le faire à votre place. C'est pas ta partie de la job. Toi. Mais vous avez manqué quand même un très bon show si vous l'avez pas regardé. Moreno face à Kavanagh. Écoute, Kavanagh, toute une performance. Semaine dernière, tu te questionnais sur le choix de Kavanagh contre Moreno. Hey, comment ça, ce gars-là, contre la légende, on va se le dire. Puis, tu sais, il y avait une petite partie de moi qui disait hey, ouais, mais Kavanagh, sur une bonne streak, il est bon, il n'y a pas tant de profondeur dans cette catégorie-là. Rien à perdre. Il n'y avait rien à perdre. Bon, ben, il a démontré que pourquoi il se retrouvait sur cette carte-là. On a vu un Brandon Moreno vieillissant. Là. Oui. Est-ce que. Tu sais, il n'est pas vieux, là, Moreno, il a 32 ans. Là. Mais il était à la guerre en tabarouette. On dirait que là, la nouvelle génération, tu as vu la différence complètement avec l'ancienne génération. Mais on s'entend, là. C'est pas une si ancienne génération que ça. Il a 32 ans. Là. C'est ça. Mais on dirait que là, il n'a pas été capable de s'ajuster. Il n'a pas été capable de changer l'espèce de rythme. Puis là, la question qui est venue, est-ce que Moreno a déjà été si bon que ça? Là, je suis comme, arrêtez, là, come on. C'est tout... on dit, toi, tu es tout le temps bon, aussi bon que ta dernière performance. À un moment donné, il ne faut pas t'oublier ce qu'il a fait avant non plus. Là. Hey, je suis content que tu en parles. Non, je suis content que tu en parles de ça, puis je suis un fan de Moreno, là, vraiment, OK? Mais ça peut être questionnable. Si tu regardes son parcours de titre, essentiellement, il s'est battu 4 fois contre le même gars. Ouais. J'en avais parlé la semaine passée du style, qui n'avait pas vu beaucoup de style dans ces deux années-là. Il n'a pas vu beaucoup de styles différents. S'est battu 4 fois contre le même gars. A eu une espèce d'émergence un coup que Mighty Mouse est parti. C'est là qu'il y a eu une fenêtre pour pouvoir aller au sommet, si on veut. Mais sa legacy, pas comme Pantoja. Tu sais, Pantoja, lui, a affronté beaucoup de styles. Il a comme fait le tour de la cassette pratiquement. Là. Malheureusement, il est arrivé sa blessure. Mais là, dans le cas de Moreno, pas vu beaucoup de styles différents. Ça se questionne. C'est questionnable, mais je trouve que c'est rough. Je trouve que c'est difficile. Le gars a été champion du monde, 2 fois champion du monde des poids mois. Je trouve que c'est un peu, pas cruel, mais c'est un peu drastique. De dire, OK, après, avec cette performance, c'est vrai qu'il est sur 2 défaites de suite, mais écoute, il faut donner le crédit à Kavanagh quand même qui a fait un méchant show. Là. Je suis bien d'accord, mais oui, c'est ça. On parlait justement des styles qu'il n'a pas vu tant que ça, quand tu te bats 4 fois contre le même gars. Mais bref. Oui, c'est cruel, mais ça démontre en même temps ce type de catégorie-là qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais ça tourne souvent en rond. Je veux dire, si on parle de Mighty Mouse au début de son era, on va dire de son ère de champion de 125 livres, affronté, je pense, c'était Benavidez, qui l'a affronté 2, 3 fois. Il avait fait le tournoi au début. Oui, il y avait le tournoi, mais ils se sont quand même affrontés plusieurs fois. Ian McCall aussi qui a affronté. Fait que c'est comme toujours le même pool, le 3-4 gars qui s'affrontent. Fait que, un peu rough parce que c'est un champion qu'on aime, mais il m'a semblé un peu dépassé.
Moi par aussi. la nouvelle génération. Trop rapide, trop précis, là, Cavana, honnêtement. Puis, il était même pas classé. Là, Non, il va se rentrer dans le top 5 mondial. Puis, oui. tu dis qu'il a tout le temps les mains, il fait du bien là, d'avoir ça un fait du arrivé bien. comme ça. Puis, il y en a un autre là, qu'on va parler tantôt qui arrive à 125 livres. Ça commence à bouger un peu. Là. Puis, Pantoja qui va. Pas Pantoja, mais les autres qui vont revenir par la suite. Bien Fait sûr. que ça va être intéressant de voir ce qui va arriver. Mais pour Moreno, c'est quoi, là? Il n'y a plus grand-chose devant lui, malheureusement, à part des combats, justement. Parce que c'est un personnage très populaire. T'sais, Extrêmement populaire. toute la communauté mexicaine est derrière lui, toute l'Américo-latine est derrière lui. Mais à part ce type de combat-là, quand il y a un show à Mexico, quelque chose du genre... C'est pas sa place pour gagner. Hein? Il y Non, avait c'est 5 toujours combats compliqué. à l'UFC, 1 victoire, 3 défaites, une nulle technique. Fait Il que se bat à la maison, tu sais. Ouais, c'est pas bon pour lui. Il y a une grosse pression qui vient avec ça, beaucoup de distractions, j'imagine, dans le Fight Week, puis Ouais. le kit, là, tu sais. Fait que, mais bref, il n'y a pas beaucoup de chemin d'opportunité pour lui à 125 livres, puis il peut pas monter à 135, tu sais. Il n'y a pas Non, ce non. corps-là. Là, Je pense qu'il a été dépassé par la rapidité de Cavana aussi. Là. Ouais. C'était incroyable. Il était tellement Ouais, rapide. vraiment. Puis Cavana n'a jamais été dérangé. T'sais, il n'a pas été impressionné de se battre contre Moreno. Il est arrivé là. Aucun C'était son complexe. premier combat de 5 rounds. Ça n'a pas paru pas en tout. Non, aucun complexe d'infériorité. Puis l'espèce de style de Moreno qui faisait son succès, un style très, on va dire, comme tout croche un peu, en orthodoxe, ben là, on dirait que les gens l'ont figuré. Oui. Puis ils trouvent plus le moyen d'amener le combat au sol quand ça va moins bien. Et tu vois, ça, c'est le problème. Ben, au début, les gars qui ont un style vraiment bizarre, Ouais. unique, ça marche pas bien. Mais un coup que tu as réussi à solutionner ça, puis ça fait longtemps que tu vois, un peu comme Stephen Thompson. C'est un peu la pareil. même chose. Ben Quand oui. je me suis battu avec, c'était encore flashy, puis le monde n'était pas capable de s'ajuster. Puis, mais là, à un moment donné, là, tu t'ajustes, tu commences à connaître c'est quoi ces patterns. Plus beaucoup de succès, Stephen Thompson. Au bout du compte, ça revient à la base. Tu rentres des bonnes shots Tony linéaires. Ferguson. Tony même affaire. Ferguson, ben oui. C'est spectaculaire, c'est un orthodoxe, mais à un moment donné, quand les gens ont trouvé le cheat code, oups, Exact. c'est fait. Hey, tu sais que ça faisait 3 ans que l'UFC était sold out partout. Et là, à Mexico City, il restait à peu près 3500-4000 billets pas vendus. Quand même. Ça faisait longtemps que l'UFC n'avait pas rempli un arena. À la défense du UFC, je pense que le contexte Ouais, politique, c'est vrai que ça envole pas mal là-bas, l'attention, tu sais, on sait, il y a eu la capture d'un des barons de la drogue là-bas. Malgré que ça se passait El vraiment Macho. très loin. Là. Ça se passait loin, mais supposément que ça a quand même eu un climat de tension. Tu sais, j'ai des C'est amis sûr. qui sont allés justement dans la région de Riviera-Maya en vacances. Ils sont partis la semaine dernière. Puis, tu sais, des gros warnings. Là. Puis, tu sais, utiliser la route le moins possible et tout. Oui, c'est loin, mais ça devait avoir eu une incidence quand même. Ça reste une compagnie américaine Oui. qui était au Mexique. Dans un contexte tendu. Dans un contexte peu de beaucoup de monde. Ouais, je comprends ça. Marlon Vera, une descente aux enfers. Ouais, là, c'est dommage. ça va plus. Là. Non. Ça va plus. Là. 4e défaite de suite. Puis encore une fois, on dirait qu'il apprend pas. Non. C'est un slow starter. Ouais. C'est encore une fois ça qui a coûté le combat. Quand Eamon Zahabi, son dernier combat, il était en furie quand il a perdu le combat. Il a tout pété en arrière. Ah, ouais, il était... Il est parti sans chandail, sans souliers. Il est parti en pieds nus. Il était en sacrament. Sauf que, encore une fois, il est parti le combat trop tard. Là, même affaire. Parti le combat trop tard. Il a perdu le premier round, deuxième round. Il l'a perdu. Il a commencé à se réveiller avant la fin. Il a gagné le troisième quand il s'est réveillé. Mais encore une fois, 4e défaite de suite, là, ça va pas bien. Là. C'est dommage parce que tu sais, c'est un personnage, encore une fois, je pense que tout le monde aime regarder. Tu sais, il y a toute une histoire en autour de lui aussi. Là, son enfant, là, je pense qu'il a un handicap et que le quitte. C'est un gars qui vient de loin dans la vie, je pense. Puis c'est un combattant quand même excitant. Moi, j'aime le regarder, Marlon Vera. Très long, très longue portée, bon fighter partout, un style. En tout cas, un beau style. Mais là, le problème, c'est qu'à un moment donné, à 3 rounds, il faut que tu commences au premier. Ouais. Tu sais, un combat de championnat, c'est différent. T'as un petit mini buffer. Mais à 3 rounds, c'est un 2 de 3, là, dans le fond. Là. Faut que t'en gagnes au moins 2. Fait que si tu n'échappes le premier, le deuxième est pas clair, puis tu gagnes le troisième de façon spectaculaire, tu perds pareil. Ah, c'est parce qu'au 3e, t'arrives, puis là, tu sais que t'as pas le choix de le finir. Là. Exactement. Fait qu'il faut qu'ils commencent mieux ces combats. Je sais pas ce que l'UFC vont faire avec. Comme tu dis, 4 défaites de suite d'habitude. Ils vont pas le mettre à la porte. Là. Je penserais pas, parce que c'est pas des défaites gênantes non plus. Il n'a pas été surclassé, en tout cas, ses 2 dernières sorties. Non. Puis, tu sais, contre j'allais dire Firas, mais contre Heyman, j'adore Heyman, mais c'était un split, puis c'était discutable. Tu sais, ça aurait pas allé d'un bord comme de l'autre. Fait que dans ce temps-là. Mais tout ça pour dire que Martinez, 10 victoires de suite. Martinez, encore une fois, un autre, un peu comme Cavana, il est arrivé là.
Oui, son adversaire était sur 3 défaites de suite, c'est quand même Marlon Vera. Ben oui. Jamais été impressionné. Un gars qui s'est battu en championnat du monde et tout, là, tu sais. Fait que... Il est arrivé là puis il a fait la job. Les newcomers, c'est le fun, ils n'ont comme pas de complexe quand ils rentrent. Non, c'est ça. Comme à 170, on en parle souvent, le roster de newcomers est énorme. Les gars arrivent, sont prêts. Emmanuel Rodriguez aussi, là, qui est resté invaincu, 26 ans seulement. Lui, il faut le checker. Là. Il est 7-0, 6 KO, une victoire par soumission, 100% de finition. Un finisher. C'est le fun. Il est le fun à regarder. Lui, là. Ça, c'est de l'or en barre. On le sait qu'au UFC, surtout avec le nouveau deal de Paramount, on cherche ce type de combattants-là qui peuvent finir les combats. Fait que oui, un autre beau prospect. Là. Écoute, ça, c'était gênant. Là. Si on dit que Marlon Vera se fera pas mettre à la porte après 4 défaites de suite, lui, il est rendu à 5. Là, si vous étiez un fan de José Medina, j'espère que vous avez pris des photos parce que vous ne le reverrez plus. Ryan Garda est arrivé là. Et, Medina, il avait perdu dans la série Contender, puis on lui a donné un contrat quand même parce que ça avait été un combat flamboyant, mais c'était un tough, mais il n'a pas le talent pour être à l'UFC, on va se le dire. Non, c'est ça. Mais là, c'était gênant. Là. Il avait peur de manger un coup. Il était sur le pied en arrière. 5 défaites de suite, là, c'est sûr qu'il est out. Là. Surclassé. Mais là, tu as vu la marche de l'UFC. C'est énorme. Il est arrivé au Contender. Oui, avec tout l'engouement Contender, tu fais une grosse performance. Là, puis là, tu perds. On décide de donner le combat quand même. Mais là, après ça, tu arrives dans la grande ligue. Là. Fait que tu vois, c'est quoi la différence entre les ligues mineures et l'UFC? C'est quoi la marche qui est là? Puis clairement, lui, la marche, il n'a jamais été capable de la monter. Là. Mais non, puis comme c'est le fun que tu parles de ça, la marche, parce que moi, je l'ai vécu. On l'a vécu un peu ensemble avec Yohan à l'époque. Justement, rentre à Contender avec un KO fracassant. Puis crime, il a pogné Gabe Green, je pense, à son premier combat. Tu sais, Gabe Green, un illustre inconnu. Là. Je me souviens même pas s'il est encore dans le roster du UFC, tu sais. Non. Bon, puis crime, Yohan, qui a une force de frappe incroyable, avait flash dans le corps à terre. Il s'était relevé, tu sais. Puis là, tout le monde... Oh, OK, ça, c'est une autre ligue. Les gars se relèvent, sont bons partout. Même le gars classé dernier dans la division, il est bon pareil. Tu sais, fait que oui, là, on a vu... être tough ne suffit pas, rendu là. C'est passé aussi un gros show RAF, c'est la ligue de lutte. On avait parlé. Cejudo qui était en finale face à Ref Faber, il l'a complètement dominé. On a vu la différence entre un bon lutteur d'arts martiaux mix face à un champion olympique. C'était sur son terrain, son field, comme on dit. Il a secoulé pas mal. Sterling qui est allé battre Benson Anderson aussi. Benson Anderson qui fait un retour à MMA aussi, va se battre à Bellator bientôt. Là. Nouvelle qu'on a vue. Exact. Pas Bellator à... PFL. PFL, désolé. Ouais. PFL, c'est ça. C'est rendu la même affaire. Mais t'as raison. Mais il faut parler, écoutez, on attendait ce combat-là. Herman Tsarukyan face à Giorgio Poulos. Ça a fini en brawl. Ça a fini en grosse bagarre, mêlée générale. Mais... explique-nous donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat-là. Pourquoi c'est arrivé à ce que ça prenne de l'ampleur comme ça à la fin du combat? Ben, le combat a débuté. Il y avait quand même la tension entre les deux gars. Là. C'est deux personnages. Là. Armand, on le connaît. Mais Poulos aussi, il est capable. Il est capable de donner un show vocalement, etc. Il y a eu beaucoup d'échanges, de doigts au visage, des collar ties qu'on appelle, venir saisir la nuque. C'était plus des claques que d'autres choses. C'est ça, qui ressemblait plutôt à des claques. Poulos en a fait plusieurs. Poulos, il est très gros. Quand il snap down, il va pas à moitié. Armand n'a pas apprécié. Il y a eu des échanges de coups qui se sont faits. Qui a été le plus dirty des deux? Ben, tu sais, moi, je l'ai écouté, là. Puis Armand a pogné une heure pour pas tant que ça, là. Je comprends. Mais je te parle dans le combat. Dans le combat? Parce que dans le combat, j'ai comme l'impression que Poulos, il a été C'était dans sa stratégie d'y aller dirty, mais c'est pas inconnu à la lutte, ça. Tu sais, je veux dire, les gros wrestlers, ils vont dirty, puis je dirais plus loin, dans le jiu-jitsu, dans des formats style ADCC, les gars, ils vont pas de même ordre, c'est collar tie, puis un Wagner Rocha de ce monde, justement, essaye toutes les petites tactiques, puis tout. Fait que ça fait partie du jeu. Je dis pas high poker ton adversaire, il y a toujours bien des limites, là, mais des collar tie vigoureux, il y en a. Oui, Poulos était très sur la ligne. Il jouait beaucoup sur la ligne, mais de là à finir en ground and pound au sol, puis que le kit, là... Puis, tu sais, Poulos, c'est fait sur les réseaux sociaux, c'est Take Me Down for 1000, tu sais, 1000. Il s'est fait amener au sol. Mais est-ce que, je veux ton avis là-dessus, est-ce que c'est un amené au sol ou c'est un push-out de la surface de combat? Parce que quand tu le vois, il tombe, mais à l'extérieur du rond, qui est comme l'espèce de ring. En lutte, c'est un rond, un ring imaginaire, si on veut. Un ring imaginaire. Tu sais, parce que là, il y a beaucoup de pas de polémique, ben on s'obstine beaucoup là-dessus.
Ben écoute, je pense que les puristes lutteurs, écoute, je connais un peu la lutte, mais je suis quand même pas un puriste, disent que c'est pas un takedown. Parce qu'un push-out comme ça, c'en est pas un. Parce qu'à un moment donné, tu vois Poulas qui arrête de fighter. Je pense qu'il y a comme une espèce d'estrade. Là, au moment de ton batteur, il arrête de fighter. Mais c'était proche. T'sais. Dans un octogone, est-ce que ça aurait été un takedown? Probablement. Je veux dire, ça se discute. Mais Poulas, le takedown, lui, par contre. Ouais, lui, il était chercher un takedown sur Arman. Mais, OK, là, tu parles de l'octogone, ça me ramène à l'UFC qui regarde ces athlètes là, qui sont là. Tu sais, Dvalishvili qui est là. T'as d'autres combattants qui sont. Il y en a plein. Là, l'UFC laisse aller ces combattants-là. Bo Nickel qui s'est fait enlever sa ceinture en plus, là, ben, parce que pour différentes raisons. Mais il reste que. Est-ce qu'à cause de cette brawl-là, à la fin, est-ce que l'UFC va dire non, ok, attends un peu, là, on a envoyé nos meilleurs athlètes là, mais là, il ne faut pas que ça finisse en brawl à coup de poing nu. Puis tout le monde se met là-dedans, ça peut blesser nos champions, ça peut blesser nos meilleurs combattants. Là. Ben moi, je suis dans la chaise de l'UFC. Okay? Mes combattants, c'est mes actifs, okay? Comme n'importe quelle entreprise. Mon actif s'en va se battre pour aucune ristourne à mon endroit. OK, c'est beau, c'est bon pour son expérience. Mais là, il y a des chances de se faire frapper. Parce que c'est ça pareil. Tu sais, frapper à main nue, je sais pas, moi, Arman frappe l'autre, puis Poulas d'en dessous, il sort un coup de coude, il est fendu, il est blessé plusieurs mois. Tu comprends? L'image de marque aussi. Donc, t'as Paramount maintenant. Est-ce qu'on veut qu'un gars comme Arman, qui est un actif du UFC, donc avec Paramount... Qui a déjà bien des problèmes en arrière des rideaux avec l'organisation. Qui a plusieurs problèmes, ça paraît pas bien. Fait que c'est questionnable. C'est dommage parce que moi, j'aime ça que les athlètes puissent aller se battre ailleurs. Ça amène un petit quelque chose unique aux arts martiaux mixtes. C'est un peu la raison pourquoi il y a eu une poursuite. Avec la LIAC ou la loi antitrust, c'est que les gars, ça empêchait tous les combattants de faire d'autres choses au niveau du sport de combat. Là, on le laisse aller. Mais là, faut que les gars, les athlètes s'aident aussi à un moment donné. Là. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, ça va devenir comme un athlète professionnel style au hockey. Quand il signe un contrat, il y a toute une panoplie de clauses, de choses qu'il peut faire ou pas faire. Je dis n'importe quoi, genre aller skier de façon extrême dans les Alpes. Je pense que dans ton contrat, c'était Alex Ovechkin, t'as pas le droit. Là, fait que c'est un peu ça en même temps, tu sais, je veux dire, là, ça devient, c'est pas juste de la lutte, là ça vire en shit show. Puis comme je te dis, il y a au niveau de l'image de marque que c'est dommageable, puis au niveau, justement, du risque de blessure potentielle. Puis là, on était supposé faire un rematch le 11 mars au Brésil, au Hype, puis c'est un autre show de lutte, mais submission only, donc ça se finit avec une soumission. Là, les deux avaient comme accepté, puis là, finalement, Poulas a dit non, mais dis-moi, là, je m'en vais pas là-bas. Moi, je veux me rebattre sous la tutelle de RAF, donc lutte seulement. Il veut pas aller dans l'espèce de soumission only l'autre bord. Je pense qu'il est peut-être bien fait. Ben, il a allumé qu'il serait fait démonter parce que, n'en déplaise aux puristes de la lutte, un wrestler, quand il arrive en submission only, c'est pas la même chose pareil. Ils sont tough, là, sont durs à soumettre, durs à amener au sol, mais si le gars montre vraiment qu'il a associé sur ses fesses puis rentrer dans les jambes, c'est terminé. Ben, c'est ce que je pense aussi. Puis là, avec le brawl qu'il y a eu à la fin, tu sais, Chimaev, qui est un bon ami à Tsaroukian, qui était pas sur place, il regardait ça, puis là, il l'a appelé après, puis il dit hey, pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'étais pas supposé être là. T'imagines. Fait que là, finalement, le 11 mars, c'était supposé avoir le combat revanche de Chimaev, là, c'est sûr, je vais être dans ton coin, là, imagine. Chimaev en back, smash-les quelqu'un, ça aurait été le bordel, pour vrai, là. Fait le Brown m'a fait penser, oui, à celui du UFC avec Khabib puis Conor, McGregor, à la fin, mais ça m'a beaucoup fait penser au brawl qu'il y avait eu dans le temps Strikeforce. Nick Diaz face à Jason Miller. Exactement, que même l'annonceur avait dit « Guys, we are on national television. » CBS national. Je trouvais ça un peu comme ça. T'sais. Mais par contre, si t'es pour les réseaux sociaux de RAF, ça a circulé en masse. Tout le monde l'a regardé. Même si tu connais pas ça, tu l'as vu passer dans ton feed. Là. Au bout de la ligne, il n'y a personne qui s'est fait blesser. Oui, ça, c'est le meilleur scénario. Ça en a parlé. Fait que tu sais, quand tu crées le chaos, tu crées un intérêt. Ouais. Pour RAF, c'est pas si mauvais que ça. Pour RAF, c'est bon. Ben oui. Pour Arman, il va falloir qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que tu veux, gros? Tu veux-tu te battre un moment dans le championnat du monde? Arrête de donner des headbutts à conférence de presse, pas conférence de presse. Arrête de donner une raison à l'UFC de ne pas te donner ce show-là. Voilà. Pas te donner ce title-là. Penses-tu qu'ils ont le goût de le mettre contre Topuria? Tout d'un coup, qu'ils donnent un headbutt au face-off, puis là, que le combat n'a pas lieu, t'imagines-tu, tu sais? C'est ça. Arrête de donner des excuses à l'UFC de ne pas te mettre là. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Parce que là, la RAF 8, je pense, c'est Dvalishvili.
Qui revient encore. Qui revient encore. Donc, le RAF 7, il y a moins de grosses vedettes d'arts martiaux mix. Il y a des très, très bons lutteurs, si vous suivez la lutte. Ben oui. C'est une carte incroyable de purs lutteurs. Et à RAF 8, on ramène beaucoup de noms connus de l'UFC là-dedans. C'est l'espèce de petit clickbait là, pour l'organisation. C'est pour ça qu'on le regarde. C'est pour ça qu'on le regarde, mais on va continuer. Puis évidemment, on en parle. À date, je regarde ça nos shows. Il n'y a pas de semaine qu'on n'a pas parlé depuis que ça a sorti. C'est clair. Puis on est juste rendu au 6e show. Ouais, ça commence. Ouais, ça commence. C'est déjà incroyable. C'est plein dans la foule. Il y a de la controverse. Les entrées sont débiles. Les gars sont bons. C'est ça que tu veux. Ce produit-là, lui qui a pensé à ça, là, c'est smart. Il est assis sur une mine d'or, moi, je Vraiment. pense. Je suis d'accord. Bon, reste à voir combien ils pèsent les gars. On ne sait pas encore. Ça, on ne sait pas. Justement, Mais on ça, va parler de ça, j'ai les Sport Connects avec les salaires. Là. C'est dur à savoir, c'est opaque. C'est opaque. Hey, avec ça, on s'en va au deuxième round. Round 2. Samedi prochain, télé à la carte ici au Canada, l'UFC 326. Combat préliminaire, encore une fois, sur TVA Direct et TVA Sport. TVA Plus, pardon, et TVA Sport Direct. Donc, si vous ne savez pas comment, va checker ça. Allez voir mon ancien post sur ma page professionnelle Facebook. Tout est expliqué. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mais sinon, vous allez pouvoir nous suivre en français sur le Canal Indigo pour le Canal Indigo. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais, c'est encore ça. Ah, excuse-moi, je riais, puis... Ah, bah ouais. Wow, Canal Indigo. C'est encore ça. Ben, c'est encore ça. Je peux update ces affaires-là. Je sais bien. Ça veut dire que tu ne nous écoutes pas en français? J'ai une boîte magique. Ah, je sais pas me faire pogner. Non! En tout cas, pour ceux qui vont être avec nous autres, évidemment, vous allez avoir la carte en français sur Télé à la carte. C'est à partir de 19h sur TVA Sport Direct et à partir de 21h sur Télé à la carte. Le BMF title, Bad Motherfucker title, le Baddest Motherfucker title. Ton bref. Max Holloway. Ben, mais pour ce combat-là, ça me dérange pas. Là, c'est correct. Max Holloway, 34 ans face à Charles Oliveira, 36 ans. Deux légendes. Ben oui. Quoi dire de plus sur ces deux combats-là? Ces deux combattants-là? En tout cas, si on respecte l'esprit de ce titre-là, fabriqué de toutes pièces par l'UFC, c'est ça. Ça peut pas être plus ça que ça. Deux légendes, deux finishers, deux gars qui ont tout donné, qui sont rentrés très tôt au UFC. Et les deux sont rentrés à 21 ans. Exactement. Ce qu'on voyait moins à l'époque. Sont rentrés très tôt. Tu sais, regarde que tu l'as dit, là, 34 et 36, c'est pas si vieux. Les gars, ils ont le millage de... Ah non, ils ont du millage en tabarouette. Là. Si je me trompe pas, là, Holloway est rendu à son 36 ou 37e combat à l'UFC. C'est quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est incroyable. Puis Oliveira, un gars qui a une carrière en 2 temps, hein, qui est rentré comme gros prospect, ça fonctionnait pas en 145 livres. Il y a eu une resurgence à 155 livres et là, la légende s'est créée par la suite. Deux anciens champions du monde, j'ai hâte de voir ça en tabarouette. Ben écoute, c'était un combat revanche. Hein? Les deux s'étaient battus à Saskatoon. Il y avait eu la blessure. En 2015. Je me battais sur cette carte-là. C'est vrai. Puis c'était bizarre parce que c'était dans le clinch. Puis là, Holloway, il est allé, il a donné un coup. Un peu dans la gorge, puis là, Oliveira, il est tombé, puis il avait mal. On sait pas trop, c'est un peu bizarre. Je pensais peut-être la clavicule, il avait lâché, mais vraiment, il s'était assis. Tu sais, il avait comme dit, hey, je suis plus capable. Donc, ça s'était fait terminer quand même drôlement pour Oliveira, ce combat-là. Un espèce de combat qu'on avait tous hâte de voir, même à l'époque, c'était deux gros prospects. Ouais. Là, ils se retrouvent 11 ans plus tard, avec toute la legacy derrière eux. Deux anciens champions du monde. Holloway, qui est devenu un des meilleurs champions à 145 livres de l'histoire. Du côté de Oliveira, le master de soumission dans l'organisation, a dépassé tout le monde. Un record qui sera jamais difficilement battable. Surtout dans la MMA d'aujourd'hui, je trouve. Là. Difficilement battable. Puis il ne faut pas oublier, les deux sur leurs pieds sont excellents. Oui, mais admettons, là, OK? Tu sais, à la fin, là, Holloway qui regarde Oliveira puis il dit, OK, on reste... Son fameux, ça, là. Ouais. Pas sûr que c'est Oliveira qui va sortir gagnant de ça, là. Ben non, puis là, on tombe dans l'analyse, là, mais écoute, la clé de la victoire pour Oliveira, c'est de ne pas aller dans une guerre de ruelle contre Holloway. Mais il a dit qu'il allait y aller quand même. Bon, on peut regarder les derniers combats d'Oliveira, son fighting IQ est pas très élevé, là. Tu sais, je veux dire... c'est ça. Tu sais, je veux dire... Ça l'a souvent servi dans le passé, réussi à revenir dans les combats. Mais tu sais, toutes les fois qu'il s'est battu, OK, il s'est battu contre Gage, il s'est battu contre Chandler, il a gagné, mais il s'est fait sonner, là. Genre, à ça de perdre. À ça de contre perdre. Chandler pensait qu'il avait gagné. Si Chandler avait été moindrement un peu plus patient, il aurait été champion du monde. C'était terminé. Il l'aurait fini. Là. Ouais.
Et comme il l'avait dit en entrevue, Chandler, il dit « Je m'étais vu gagner déjà. Ouais. » Fait que, oui, il se met dans le trouble. Puis là, on l'a vu contre l'élite, contre Topuria, oublie ça. C'était la pire stratégie qu'il ne peut pas faire contre Topuria, d'aller changer debout. Puis parce qu'Oliveira, très bon debout. Il est pas mauvais. Il a des bons kicks, très crafty, il est long, puis il a une force de frappe surprenante. Oui, mais le menton suspect. Il n'y en a pas de menton, honnêtement. Puis, tu sais, hein, les espèces de gars longilignes comme lui, on dirait qu'ils ont le menton prêt à se faire rocker. Là. C'est dans son cas, puis il se protège pas super bien parce qu'il est très élusive. Puis, tu sais, Holloway, son volume de coups lancés est incroyable. Il n'a pas la plus grosse force de frappe sur la terre. Holloway, par contre. Il gagne en volume. Il gagne en volume, tout à fait. Puis, arrête pas. Si le gars a un menton suspect, je pense que. Fait ça va être. Je pense pas que ça va durer très longtemps. Je vois pas une guerre de 5 rounds. Ça dépend où ce que. C'est quand la dernière fois qu'Holloway. Pas qu'Holloway, excuse-moi, que Oliveira a fait plus que 3 rounds. Mais si ça s'en va à terre. Ça, c'est différent. Ça, c'est vraiment différent. Tu sais, parce qu'Oliveira n'a pas une lutte extraordinaire non plus. Pull guard, des fois, même. Oui, exact. Pull guard, mais Holloway a assez d'expérience. Holloway n'est pas mauvais au sol, là, mais tu sais, si on regarde statistiquement sur papier, puis même dans la réalité, tu regardes les statistiques, ça se pas supposé se comparer. Je pense pas que je l'ai, mais je vois pas comment Oliveira a réussi à ramener Holloway au sol. Comme tu dis, il a assez d'expérience pour ne pas y aller. Mais ça va être tout un combat. Pour vrai, tu sais, quand on parle que l'UFC versus d'autres sports de combat a le don de... Tu sais, sur papier, là, c'est 2 gars que leur prime est passé. C'est 2 gars qui seront plus jamais champions du monde, d'après moi. Mais le UFC trouve le moyen de remplir le T-Mobile avec 2 personnalités comme ça parce qu'on veut voir le combat. Sur une fausse belt. Ouais. C'est quand même impressionnant. Belt, je suis autant excité qu'un combat de championnat du monde. Ben oui. Demi-finale, Caio Borralho face à Renan Derrida. Caio qui a perdu face à Imavov. Ça a stoppé quand même à son dernier combat. 14 victoires de suite. Fondateur des Fighting Nerds. Grosse équipe. Mis sur pied, là, quand même assez solide. Puis de l'autre bord, Derrida revient d'une contre-performance, on va se le dire. C'est carrément ça. C'était pas gênant, mais c'était incompréhensible. Il a arrêté parce qu'il était fatigué. C'était son 4e combat, je pense, en très peu de temps. Coupe de poids, très difficile. C'est un gros bonhomme. Face à Brendan Harlan, ça stoppait 5 victoires dessus. Mais des grosses victoires quand même face à Kevin Holland, Bo Nickel qui l'a mis KO avec un coup de genou au sol, Whittaker à son dernier combat aussi. Fait que, tu sais, il est capable d'aller chercher des grosses victoires. Mais est-ce que là, son corps s'est remis de toutes ces coupes de poids drastiques-là? Parce que clairement, face à Brendan Harlan, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ça va de l'air être ça. Ah, c'est ça. T'abandonnes pas quand t'abandonnes pas parce que t'es fatigué, parce que ton corps va bien. Là, t'sais. Non, puis sans rien enlever à Brendan Allen, c'est Derrida qui a perdu ce soir-là. Je veux dire, dans ma tête, c'était pas un walk in the park parce qu'il faut jamais que tu sous-estimes personne, mais Derrida était sur toute une lancée, toute une trajectoire qui l'amenait vers un combat au championnat d'après moi. Il était à 1 ou 2 combats d'avoir peut-être une chance au titre. Le train a déraillé, comme tu dis. Les coupes de poids, c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui s'est déjà battu, je pense, à 205 livres. Il serait capable de faire 205 livres. T'sais. Il est très, très gros pour un 185 livres. Fait que j'aime ce combat-là parce que c'est 2 gars qui viennent de perdre. C'est 2 gars qui étaient sur des grosses lancées. Le reste vous appartient, messieurs. Puis à 185, c'est prenable rapidement. Ça peut changer beaucoup. Là, on a annoncé... Pas officiellement, mais on a annoncé Strickland contre Chimaev. C'est probablement ça qui va arriver prochainement. Mais on regarde ce qui s'en vient aussi. Imavov, pourquoi Imavov se fait passer encore? Il y a quelque chose qu'on ne sait pas de ce côté-là. Imavov, si c'est pas lui qui a le prochain title fight, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Oui, il y a quelque chose en coulisses qu'on ne sait pas. Parce que, OK, Strickland, c'est un choix facile. Il vient de faire une bonne performance et c'est un personnage. Je veux dire, ça va être vendeur. Imavov, peut-être moins. Mais pour les deux, Barolo et Derrida, avec une grosse victoire d'un côté ou de l'autre, se remet dans la discussion pour un championnat. J'aimerais ça voir Derrida l'emporter. Je m'en cache pas. Là, c'est un des combattants que j'aime beaucoup regarder. Je trouve qu'il est bon particulièrement au sol, mais il est bon partout. Rapidement, Rob Font face à Rosa Jr. Rosa, juste 21 ans seulement, 11 victoires, une seule défaite. Rob Font qui a perdu son dernier combat face à Martinez. Lui qui a gagné contre Brandon Vera en fait la semaine passée. Rob Font, on dirait qu'il est comme... Il flotte. C'est un flotteur. On sait jamais, il est comme là, on le voit pas vraiment arriver à un combat de championnat du monde, mais on le voit pas descendre dans les classements non plus. On dirait qu'il est à bonne place. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un gatekeeper? La définition de. T'sais? Je le vois pas dans le championnat du monde. Je le vois pas jamais dans le championnat du monde. Mais en même temps, comme tu dis, il est beaucoup trop bon pour juste être écarté de la discussion. C'est ça.
combat piège pour Rosa. Tu sais, je veux dire, il y a un gros hype derrière lui, une machine de soumission lui aussi. Tu sais, on parlait du record tantôt de Charles Oliveira, mais ça, c'en est un qui pourrait peut-être bousculer ce record-là. Mais Rob Font, il est très, très bon. Un excellent debout. Par contre, il n'a pas une grosse force de frappe. Probablement, moi, techniquement, je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs boxeurs, tout poids confondu dans l'UFC. 100%. Il y a une boxe clean, excellent. Il a su adapter un bon takedown defense en plus contre les animaux au sol. Gros combat pivot, mais si j'avais une pièce à mettre, là, je serais pas capable de la mettre contre Rob Font. C'est le genre de combat qu'un vieux routier comme lui peut aller chercher contre une... faire dérailler vraiment. Rosa Jr. Encore rapidement, une autre fois, je veux juste parler de Drew Dober face à Michael Johnson. Parce que Johnson, son dernier combat, il était supposé se battre face à Alex Hernandez. Ça a été annulé v'là 3-4 semaines de ça parce qu'on avait des doutes sur les paris. On avait vu les lignes de paris changer, genre une journée avant le combat, puis l'UFC ne voulait pas se faire reprendre avec les scandales, exactement. Fait qu'on avait annulé ce combat-là. Finalement, il n'y a rien arrivé parce qu'on book rapidement Michael Johnson. Faut parler de boxe maintenant. Floyd Mayweather qui ressort une autre affaire, qui se book un 3e combat en 2026. Ouais. Est-ce que Floyd Mayweather est rendu pauvre? Ben, la question se pose. Parce que on se questionnait la semaine dernière, justement. Richard n'avait pas trop aimé ça. Mais sur. Je vais le plugger jusqu'à la fin. Ben oui, surtout là parce qu'on parle de boxe, on ne sait pas de quoi qu'on parle. Bon, je mets une parenthèse, malgré le fait que je ne sais pas de quoi je parle, je vais en parler quand même. On se questionnait, tu sais, le combat contre Pacquiao, pure nostalgie, puis tout le kit. Mais là, c'est plus que ça, là. Écoute, tu peux pas te booker 3 combats quand t'es Floyd Mayweather comme ça, à l'âge qu'il est rendu, avec tout l'argent qu'il a fait. Ça a été. On se corrigera par après, là, le premier boxeur milliardaire. Tu sais, 50 Cent, il est sorti publiquement, il dit Floyd, il n'a plus d'argent. Là. Il dit avec le style de vie que tu vas, ça va avec l'argent que tu dépenses. Puis ce style de vie-là, à un moment donné, tu n'en as plus d'argent. Logan Paul dit que Floyd, il doit encore à peu près 1,5-2 millions du combat qu'ils ont fait ensemble. Hey, ça fait un petit bout là, de ça. Là. Wow. Fait là, après ça, la question se pose. Puis là, tu dis, ben non, ça n'a pas de bon sens. Mais là, tu vois comment il est rendu, il se book 3 combats dans tous les coins de la planète, un peu partout. Fait que là, il se book un combat face à une légende de kickboxing qui est à la retraite depuis 2015, Mike Zambidis, 45 ans. Ça va se passer le 27 juin en Grèce. Fait que là, tu te dis, OK, mais ça sort de où, ça? C'est tout des combats exhibition. Le fameux pourquoi, là. Exact. C'est vraiment bizarre. Mais il y a une raison en arrière de ça. Parce que, tu sais, Floyd qui est rendu pas loin à 47-48, là, tu sais. Il approche la cinquantaine. Puis, tu sais, on s'entend que 50, ses pronostics, ses commentaires, il est assez hot strike ces temps-ci, sur une grosse lancée. Ça se peut. À te promener en jet privé à semaine longue, t'as bien beau avoir fait 1 milliard, là, mais ça se dépense. Puis il faut toujours faire attention avec ça. Ce que t'as généré puis ce qui a resté. T'en as parlé il y a une couple d'épisodes. Tu sais, mettons, il a généré 1 milliard dans sa carrière. OK. Mais il en est resté combien? Il en a dépensé combien? Parce que tu vaux 1 milliard que t'as ça dans les poches. Exactement. Toi, t'as une valeur, exemple, avec tes actifs dans ta vie, moi aussi. Mais j'ai tout ça demain matin de sortir de mes poches? Non. J'estime qu'exemple, ma propriété vaut X montant. Le moment que je la vends, elle vaut peut-être pas ça non plus. Fait que, il y a peut-être un problème de liquidité. C'est pas parce que tu fais plus d'argent que tu en as plus dans tes poches. Ça dépend comment tu en dépenses. T'sais. Ce type de personnage-là, c'est comme ça suit. Hein? Fait que ce qui se passe, contre Mike Tyson le 25 avril au Congo. Après ça, contre Zambidis le 27 juin en Grèce. Et après ça, face à Pacquiao le 19 septembre à la Sphère à Las Vegas. J'espère que c'est payant. Mais il fera pas ça. Il s'auto-promo. Oui. Mais en tout cas, il a beau s'auto-promote, mais dans des endroits, tu sais, Congo et Grèce, qui sont pas des destinations de boxe, là, on s'entend? Là? Ben, Zambidis, c'est un grec. Oui, là. Ça, je comprends, mais c'est rare qu'on entend que. Tu sais, Zambidis, il est à retraite là, depuis 2015, mais tu sais, il a quand même 152 wins, 152 victoires, 86 knockouts. En kickboxing. En kickboxing, ça. C'est un autre monde. Faut que tu touches à ton adversaire. Oui, puis c'est un tout autre univers. Là, Matt, là, il faut parler. Il y a une grosse nouvelle dans le monde du Jiu-Jitsu quand même. UFC BJJ qui signe Nicky Rod. C'est quand même gros, là. C'est très gros. Les grosses nouvelles se succèdent, surtout autour de UFC BJJ. Nick Rod, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est un des partenaires d'entraînement, ancien partenaire de Craig Jones. C'est lui qui était le $1 million grappler. La première édition de CGI, Craig Jones Invitational, qui a fait
une espèce de tollé à cause que c'était comme la compétition directe à ADCC. Ben, Nick Rudd avait gagné la première édition. 1 million de dollars pour faire du jiu-jitsu. Ça a été le premier à faire ça. En quelle année, ça? C'est il y a 2 ans. Quand même. Hein? Ouais, il y a 2 ans. C'est énorme. Puis là, il signe avec UFC BJJ. Hey, ça, c'est une belle nouvelle. T'sais, on parlait UFC BJJ. C'est une grosse prise. Hein? Grosse prise. Surtout qu'ils ont signé Mary Galley qui s'est battu il y a 2 semaines. C'est 2 très grosses prises. On voit qu'ils bâtissent quelque chose chez les lots. Beaucoup de gens se disaient « Ah, veulent pas aller UFC BJJ parce qu'il y a des contrats d'exclusivité. » Mais là, d'après moi, ils ont allongé un peu l'argent sur la table parce que quand tu ramasses des prises comme ça, ça en dit long. Là. Parce que là, comme tu disais, il a gagné 1 million il y a 2 ans. 2 ans. Il a pris de la valeur avec ça. Oui. Là, il va se battre contre Elder Cruz. Ouais, qui est un ancien champion du monde à BJJF. Elder Cruz a un bon combat aussi. Là. Okay. Autant que quand ils ont amené Mary Galley il y a 2 semaines, ils l'ont fait battre contre le champion actuel Nogi à BJJF. Fait que c'était un bon combat. Elder Cruz, ça va donner un bon combat aussi. Donne toujours un bon show. El Monstro, son surnom. Okay. Fait que c'est pas, ils ont signé Nick Rudd puis ils font battre contre un jambon. Là, ça va vraiment donner un bon combat. Puis ça, c'est quelle date, ça? Ça, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, puis il y en a d'autres combats sur la carte. Ah oui, très bonne carte. Là. Écoute, en combat de championnat, on a Mason Fowler qui va se battre, qui est champion chez les lourds actuellement. Il se bat contre Pedro Machado, un autre très très bon combat. En demi-finale, pour le championnat des poids Bantam, aussi on a Fillon Davis contre Cassia Moura. Fillon Davis, encore une fois, très bonne prise, a tout gagné. Elle, en grappling chez les femmes, ADCC, championnat du monde, etc. Super prise, encore là. Ça, admettons, ça, c'est-tu des filles qui pourraient éventuellement affronter Brianna? Brianna s'est déjà battue contre elle. Okay. Fillon Davis, c'est une catégorie de poids supérieure. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Okay. Fait que, mais oui, c'est des filles qui sont déjà affrontées. Fait que c'est l'élite de l'élite chez les femmes. Là. Fait que ça, c'est le fun. Ils font une belle place aux femmes chez UFC BJJ. C'est pas juste d'en mettre pour en mettre. Faut venir les filles. Encore là, Fillon Davis, elle coûte des sous. Là. Elle vient pas pour rien. Aussi sur la carte, Jasmine Rocha, la fille de Wagner Rocha. Oui, c'est déjà battu à l'UFC. Exactement. Devante Johnson, Josier Formiga, ancien combattant à l'UFC, et Jao Miyao, un autre gros nom dans le monde du Jiu-Jitsu. Très, très, très bonne carte et il se succède. Là. C'est où qu'on écoute ça? Sur UFC Fight Pass ou, encore une fois, gratuit sur YouTube. C'est encore gratuit sur YouTube. Oui, c'est ça. On va en profiter. Là, ben, tabarouette, moi, je le prends. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on rentre... Qui monétise ça. C'est ça, qui monétise ça, là, parce que, tu sais, on en parlait la semaine passée, on a parlé un peu des salaires, mais je pense que tu voulais revenir un peu là-dessus, là, de parler vraiment, tu sais, pas la polémique, mais tu sais, qu'il y a de l'argent dans le jiu-jitsu à cette heure, là, puis tu sais, peut-être pas mal plus que le monde pense. Pas mal plus que le monde pense. C'est pas aussi transparent que l'UFC, par exemple, au niveau des salaires que les commissions athlétiques révèlent. Là, c'est différent, mais la Claudia Gadella, qui est un peu la Dana White, celle qui s'occupe de UFC BJJ, a parlé sur un podcast, c'était au Brésil, je crois, la semaine dernière. Elle s'est exprimée là-dessus, puis elle n'a pas donné des chiffres exacts, mais elle a donné des approximatifs. Il faut comprendre que dans UFC BJJ, dans le roster, là, dans l'alignement, il y a 10 noms qui sont des contrats exclusifs. T'sais, c'est eux qu'on parle qui peuvent pas aller se battre ailleurs. On pense probablement à des Mikey Musumeci, des Ronaldo Jr., Mason Fowler doit être là-dedans, Nick Rudd. Musumeci, si tu fais le visage, comme tu parlais, il est exclusif. Je suis pas d'accord avec ça, mais il faut qu'il soit exclusif. Il n'y a pas Tout à fait. Fait que tu as une dizaine de combattants. Et là, c'est avancé sur des chiffres. Ces combattants-là peuvent faire par année, c'était par année, autour de 100 à 150 000 dollars. Okay? Là, le petit bémol, c'est que il y a des incitatifs là-dedans. Ça dépend s'ils font des soumissions, s'ils font des championnats, etc. Combien de fois qu'ils se battent. Mais approximativement, sur 4 combats, ils font autour de ça, entre 100 et 150 000 US par année. Okay. Ce qui est loin d'être mauvais, OK, quand tu regardes versus un combattant d'MMA, qui des fois fait genre 30 000 $ par année. Là. Ben, si tu fais 4 combats, mettons de jiu-jitsu par année, juste avec 100 000 $, tu es à 25 000 par combat, tu commences même pas à ça à l'UFC. Non. Puis, elle s'est avancée aussi sur les salaires d'entrée pour, mettons, les autres combattants, là, ceux qui sont peut-être pas exclusifs. Ben, elle a dit que ça ressemblait au salaire d'entrée d'un combattant UFC. 12 à 15 000. Ce qui est pas pire, ça aussi. Là. Ben, eux autres, ils ont-tu un bonnet de victoire? Il y a des bonnets de victoire, tout dépendant s'ils vont chercher des soumissions, la victoire exactement, le nombre de fois qu'ils se battent. Fait que c'est quand même très, très, très intéressant. Il y a de l'argent dans le grappling. Excuse-moi, pour le 100 à 150 000, c'est par année, exactement. Donc, ça devient intéressant pour du grappling. T'sais, on s'entend, on en a souvent parlé, Pat.
T'as pas un camp d'entraînement de 3 mois à faire avec une coupe de poids incroyable. Non, c'est régulier. C'est régulier. Dans le fond, tu sais, la plupart, le show, la semaine d'après, ils peuvent se battre sur un autre show. Là, ils peuvent pas, c'est exclusif, mais ils pourraient. Fait que c'est très, très, très différent. Puis là, ça détonne avec les salaires à ADCC. Les gagnants, il faut comprendre, c'est un tournoi, c'est une fois 2 ans. Mais ça aussi, Craig Jones était très vocal là-dessus dans Sauf les que là, dernières on semaines. a dit qu'eux autres ne pouvaient pas aller à DCC. Non, ils ne pourront pas y aller. Ça, c'est un couteau à double tranchant quand même pour ceux qui veulent signer à UFC BJJ. C'est sûr. Mais là, par contre, avec les chiffres que je vais donner, tu y penses 2 fois. Tu es un Nick Rod de ce monde. Donc, il ne pourra pas, techniquement, Nick Rod, s'il signe un contrat exclusif, il ne pourra pas aller à DCC ni à CGI. OK? Craig Jones Invitational. Ou qui a gagné 1 million. Ou qui a gagné 1 million. Mais là, tu sais, il n'y aura plus des millions tant que ça. Là, c'était sensationnaliste pour la première édition. Mais tu regardes ça, avoir une belle stabilité comme ça, un 150 000 par année. Et là, ce qui est intéressant, Claudia Gadella, ce qu'elle disait en entrevue, c'est qu'ils vont rentrer dans le monde prochainement des vidéos d'instruction, qui est une mine d'or pour les combattants. Parlé la semaine passée. Je disais la semaine passée que, par exemple, un Gordon Ryan en vendait pour 1 à 1,5 million par année. Mais ça, c'est une mine d'or. Fait que si l'UFC veut rentrer là-dedans, donc compétition directe à BJJ Fanatic, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire. Tu sais que l'UFC, s'ils font quelque chose, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent à faire. Là, il faut qu'ils donnent des redevances aux fighters. Là. Voilà. Ce qui n'a pas été fait avec les jeux vidéo puis les cartes tops des combattants du UFC dans le temps. Absolument. C'est peut-être une manière de les payer aussi. Ils disent, je sais pas, peut-être que les salaires vont monter. On te garantit un 150 000 par année, mais tu fais des vidéos d'instruction pour nous autres. Moi, les vidéos d'instruction, je vois ça un peu comme des points pay-per-view. Pareil. Pour un grappler, c'est pareil. On va te donner 5$ du DVD vendu. Si t'en vends 1 million, ça fait 5 millions. C'est pareil parce que tu mets money where your mouth is. Je reviens à Gordon. Gordon, là, dans ses grosses années, là, il affrontait un autre grand champion. Il disait « Hey, je vais le submit en tant de temps avec telle soumission, puis je vais sortir le DVD tout de suite après la victoire le lendemain à minuit. » Il faisait ça, submettait, exemple, je sais pas, un triangle, new DVD, systematically attacking the triangle. Puis il en vendait, boum, comme ça. Wow. C'est un peu comme des pay-per-view, OK? Fait que si UFC s'intéresse à ça... Il faut que tu aies confiance en tes moyens. Ouais, c'est ça. Ça montre à quel point ce gars-là... C'est un autre niveau de confiance. Fait que, et là, c'est ça. Ça fait des athlètes exclusifs. Puis on parle à ADCC. Puis là, on regarde ADCC. Craig Jones a beaucoup parlé de ça la semaine dernière. C'est encore plein de ça. C'est pour ça qu'il a créé CGI. Il trouvait que c'était pas juste pour les athlètes. ADCC, on monte un peu le salaire. Maintenant, les champions de division vont gagner 25 000 et les champions de l'absolute, toutes catégories confondues, 50 000. Et là où Craig Jones était très, très, très vocal, puis c'est le fun qui push ça, c'est au niveau des femmes. Ils n'ont pas bougé les salaires. Il y a 3 divisions de femmes en ADCC, OK? Et les 3 totales ensemble, c'est 54 000 que ADCC verse, incluant le premier, deuxième, troisième qui sont payés. 54 000 $ pour genre... Ça, c'est à peu près une vingtaine de filles qui se battent les plus. C'est un peu ridicule. Fait que, tu sais, exemple, une Fillon Davis qui signe avec UFC BJJ. Tu sais, Fillon Davis ne va pas se battre pour 10 000 $ dans un gros tournoi qui dure une fin de semaine. Il y a des qualifications à ça et tout. Fait que, lorsque le produit est bon, ben l'argent est au rendez-vous. DCC, c'est un tournoi. Tu te bats plus qu'une fois dans la journée. Là. Ben oui, puis, plus qu'une fois dans la fin de semaine. C'est un fight. C'est un fight that's it. Ouais. Tu te rebats dans 2-3 mois après. Ouais. Mettons que tu en fais 1 ou 3 mois, 4 fois dans l'année, c'est merveilleux. Fait que voilà. Fait que la polémique des salaires, moi je suis super content parce que UFC, BJJ est en train de faire un beau produit. Est-ce que ça va être un monopole éventuellement? C'est sûr que le UFC veut ça, mais moi je m'en fous. Parce que là, 1 fois ou 2 par mois, tu as des bons shows. Ça se regarde bien. C'est beau dans le bowl. Là, une belle promotion. Présentement, il donne une belle image à ce sport-là. Ouais. Une belle promotion. L'image a changé un petit peu, on en a parlé la semaine passée, mais peu importe, je pense que ça peut amener beaucoup plus monsieur, madame, tout le monde à regarder ça et à apprécier ce sport-là. Évidemment, là, c'est beaucoup plus à l'œil public là, maintenant avec UFC BJJ. 100%. Puis gratuit sur YouTube en plus. Toujours garder dans l'écosystème du UFC. Fait que ça amène d'autres auditeurs. Puis les athlètes sont payés. Fait que ça, je trouve ça super. Mais tu parlais que le sport va changer, des Mikey qui faisaient La Belle et le Clochard. Mais là, avec des Nick Rod, des Mason Fowler, c'est un autre gros bonhomme. Nicolas Marigali, ils veulent aller vers ça aussi parce qu'ils savent. C'est ceux-là qu'on veut voir. Nick Rod, là, c'est du genre, il enlève son chandail tout de suite après. Il a une shape de feu. C'est un monstre, mon gars. Tu veux voir ça. C'est ça que le monde veut le voir. Ah, ben je payer les gars-là, ils l'ont payé. On veut voir des gars qui finissent aussi. On veut voir. C'est un finisher aussi. Ça va être vraiment, vraiment cool. Fait que ça va se passer jeudi.
prochain. Jeudi prochain, le 12. Le 12. Gratuit sur YouTube ou sur UFC Fight Pass si vous l'avez. Dernière petite nouvelle pour le round 2, l'UFC 327. On a annoncé le titre vacant des light heavyweight, des mi-lourds. Jiri Prochazka face à Hulberg. On va avoir le temps d'en reparler de ça, mais ça prouve encore une fois que Pereira va monter chez les poids lourds. Ouais. On parle de plus en plus Pereira face à John Jones pour la Maison-Blanche ou face à Cyril Gane, peu importe. Évidemment, on aimerait bien mettre un Américain à Maison-Blanche en finale en John Jones. Donc, on parle beaucoup de ça. John Jones a sorti cette semaine, a dit que oui, on est en train de parler de ça, on est en train d'être en négociation. Il a parlé qu'elle allait se faire remplacer une hanche. D'après moi, ça va attendre. C'est pas très compatible. Pas trop très compatible. Mais on va le temps d'en reparler de ça. Je voulais juste mettre une petite nouvelle là-dessus parce que là, c'est confirmé. Le titre est vacant. Ouais. Pereira va monter chez les poids lourds. Il va tenter de devenir, pour la première fois de l'histoire, champion dans 3 catégories de poids différentes. Là, comme tu dis, on en reparlera, là, mais je fais juste penser à voix haute. S'il affronte un Cyril Gane, c'est possible. C'est possible? C'est très possible. Oui, absolument. Jones, je pense qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, son fighting IQ va peut-être être un petit peu trop pour Pereira, mais si Pereira le pince. Ah, ça, c'est du MMA. Non, tu sais, Jones est arrogant, là. Ah, il est capable ça se peut qu'ils veulent dire il m'a prouvé qu'à debout, je vais être capable de. Ouais. Puis là, l'âge, à un moment donné, à se battre une fois par 2 ans, c'est sûr. Ça. Mais ça, c'est excitant. C'est intéressant de voir ça. Et on continue avec les iPoke News. iPoke News. Matt, cette semaine, il y a eu quelques nouvelles par-ci par-là de iPoke News. À ce temps-ci qu'on enregistre le podcast, Dana White avait dit que cette semaine, il allait annoncer la carte de la Maison-Blanche. Il n'avait pas annoncé encore. Donc là, on enregistre le podcast aujourd'hui. On n'a pas de nouvelles encore. Il n'y a pas de combat qui a été annoncé. Ça se peut que quand le podcast va sortir, la carte soit ou quelques combats. Jeudi le 5 mars. On est jeudi le 5 mars. Le podcast, ça sort toujours le vendredi. Donc, ça se peut que la carte soit sortie. Donc, là, nous, présentement, on n'a rien là-dessus. Mais d'autres nouvelles qui ont sorti. Usyk, on se demandait c'était quoi son prochain combat. La légende de kickboxing, Rico Verhoeven, qui se bat le 23 mai aux pyramides en Égypte, aux pyramides de Giza. Quel show! Mais en même temps, je comprends que Rico, c'est une légende incroyable dans son sport du K1. L'UFC l'avait approché, il a dit oui, l'UFC m'a donné vraiment une super offre, incroyable, puis je les respecte pour ça. Mais quand la boxe était venue pour me battre contre Usyk, probablement the GOAT, the greatest of all time, des poids lourds, je ne pouvais pas refuser. Mais je pense pas que ça va être un combat très compétitif que ça. Là. Ben, je vois pas comment. Je veux bien croire que l'autre est. C'est sûr que Rico, tu mets dans le kickboxing, il y a des jambes incroyables. Il y a une bonne boxe pour un kickboxer. Mais là, on parle pas des mêmes habilités au niveau de la boxe. Mais non. C'est toujours là le danger quand on mixe les styles, là, les crossovers de sport de combat. Tu le sais, tu as fait des arts martiaux mixtes, Pat. Fait que tu as dû faire du Muay Thai, kickboxing. Ton contrôle de la distance est pas pareil quand tu as le droit de kicker ou pas. Non. Tu sais, un vrai boxeur a beaucoup plus d'outils dans son sac pour couper à distance, couper les angles, attaquer, quand c'est juste en boxe qu'un kickboxer. Un kickboxer a besoin de ses kicks pour que sa boxe paraisse bien. Absolument. L'inverse, c'est pas vrai, là. Tu sais, je veux dire, je pense quasiment que le boxeur pourrait plus facilement faire une transition en kickboxing. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord. Je suis bien bon en jiu-jitsu, mais si je pogne un lutteur pur, on fait juste de la lutte, ben, il va m'amener sur mes fesses autant qu'il veut. Tu comprends? Fait que, drôle de combat. Pour Usyk, ça va être vendeur. On avait parlé. Tu sais, Rico, il y a un combat de boxe. Ben, c'est il y en a plusieurs kickboxing, mais il y a un combat de boxe. Ça va pas te battre contre. Pas un ordinaire, là. Non, exact. Là. Le meilleur de sa génération. Exact. Ça va se vendre. C'est sûr. On fait ça aux pyramides. Ça, c'est. Ça imagine, là. C'est incroyable. Ce qui est cool là, dans les sports de combat en ce moment, là, c'est plus assez de faire un combat. Non. Faut que ça soit dans un endroit. Un jour, ça va être sa lune. Tu dis, on parle de ça. Là, on rit. Là, on rit, mais. Là, on va rire, mais qu'on ait 80 quelques années les deux. On va regarder ça. On l'avait dit dans notre show. C'est ça. Puis ton gars va rire de nous autres. Ben oui. Ça sera son tour. Oui, on le savait. C'est ça. Ouais. Parlant de kickboxer, Mirko Filipovic, Crocop, qui parle de faire un combat de boxe, exhibition contre Fedor.
On ramène encore une fois, La bonne vieille nostalgie. La bonne vieille on ramène nostalgie que ça se passerait cette année en 2026 en Serbie. Les deux se sont déjà battus au Pride, un contre l'autre, il y a plusieurs années. C'était en 2005 quand même. Fedor l'avait gagné par décision. Mais ramène ça. Je vois pas l'intérêt encore. Je vois pas quel genre de combat que ça pourrait donner en Serbie à Krokop face à Fedor. Fedor, c'est un des... tu sais, Fedor a été champion, c'est de Last Emperor. On l'a toujours aimé. Le problème, c'est qu'il s'est jamais battu à l'UFC. Fait qu'il y a beaucoup de monde. Il y a moins de monde qui l'ont connu, mais ça a été là, un peu. probablement, peut-être, à mon avis, le plus grand poids lourd d'MMA. Il était dans le temps de Randy Couture. On aurait voulu faire Randy Couture entre les deux. C'est ça qu'on voulait faire. Mais malheureusement, il était sous l'emprise de la mafia russe. Il y avait quelque chose. T'sais, il n'a pas fait beaucoup d'argent dans sa carrière. Il donnait son argent pour protéger sa famille. J'en parle parce que ça a sorti. Oui, carrément. Mais Colin, man. C'est une histoire tragique. Il est dans les discussions, tu disais, poids lourd. Toutes catégories confondues. Ouais. Tu sais, Fedor sera toujours dans la catégorie, dans la discussion pour le GOAT, le fameux Absolument. GOAT. Oui, il y a John de tout le monde, mais pour ceux qui ne l'ont pas connu, nos auditeurs un peu plus jeunes, Fedor, c'est quelque chose qu'il a accompli. Puis chacun son époque. Tu peux pas les comparer. À ce temps-là. Comme Randy Couture, pour moi, c'est un des plus grands champions des poids lourds de l'histoire. C'est sûr, tu mets Randy Couture face à Tom Aspinall aujourd'hui en pleine forme. Il se fait défoncer. Probablement. Mais tu peux pas comparer les époques. Il faut que tu prennes cette époque-là, comment que c'était, puis là, cette époque-là, comment c'était, puis comment tu domines le sport dans chaque époque. Ben oui, probablement. C'est de même que je vois ça. Randy Couture serait au plus un 205 livres aujourd'hui dans l'UFC. Oui. Ouais. C'est pas 185, tellement que les gars sont rendus énormes. Il était champion à 205, mais des polos, il y a quand même une bonne run. Il pourrait pas aller polo aujourd'hui. Non, je pense pas. Des gars. Fait que, comme tu dis, il faut pas mélanger les époques. Mais Fedor, puis tu sais, quand il y a des combats comme ça qui sortent, là, on en parle toutes les semaines, là, c'est quasiment comme des combats d'œuvres caricatives. Là, un combat local qui organise. Tu t'étais pas battu contre Hugo Girard, toi, pour une œuvre caritative? Je vois ça quasiment comme ça. Ouais, sauf que nous autres, on avait redonné de l'argent. Je pense pas qu'il y en a qui va s'en redonner en Serbie. Mais quand même, tu sais, je vois pas ça plus que ça. On en parle, c'est un vrai Hypoke News. Ouais. Mais c'est juste, ça fait sourire. La semaine passée, tu nous avais parlé d'une organisation qui est en train d'essayer d'amener le Jiu-Jitsu aux Jeux olympiques. Puis, tu sais, on avait parlé, puis ils travaillent bien fort pour amener le Jiu-Jitsu. Puis le problème, c'était le Brazilian Jiu-Jitsu en avant de tout ça. Mm-hmm. Mais justement, il y a un Brésilien qui s'est levé, Roger Gracie, puis qui met en garde la communauté du Jiu-Jitsu face aux Olympiques. Ouais. Roger, quand il parle, c'est une personne très posée, très intelligente. Un des champions les plus titrés de l'histoire. Mm-hmm. Lui, s'il est dans la discussion à savoir qui est le plus grand de tous les temps. Roger Gracie s'est prononcé en disant « Hey, attendez, là. » Puis c'est pas le premier à faire ça. Parce qu'il y avait déjà eu, je te disais, des tentatives un peu mitigées pour essayer de faire un push pour amener le sport aux Olympiques dans le passé. Puis il y avait toujours des voix qui se levaient pour dire « Hey, on veut-tu vraiment dénaturer le Jiu-Jitsu? » Parce qu'il y a toujours un danger quand tu décides de devenir un sport olympique. À partir de ce moment-là, tu es marié avec le comité olympique. On l'a vu avec le judo. Parle un vrai puriste de judo, là. Ce qu'il voit aux Olympiques en ce moment, là, c'est pas nécessairement... Il n'est pas excité de ça. Tu sais, le judo olympique a fait toutes sortes de tactiques pour essayer d'amener le sport un peu plus... à l'amener télévisuellement plus attirant, puis au fond, ça n'a rien donné. Exemple, ils n'attaquent plus les jambes. Ils n'ont plus le droit de toucher les jambes en judo. Il y a eu une panoplie de choses. Tu sais, finalement, ça se gagne sous des pénalités à tout bout de champ. Quand tu t'en vas aux Olympiques, il y a ça qui vient avec. Tu n'es plus tant maître de ton sport. Puis le Jiu-Jitsu a comme un côté éclaté funky. Plusieurs systèmes de points, des submission only, des ADCC sont un système de points, IBJJF a le sien, UFC BJJ a le sien aussi. Eux, c'est compté par round comme dans un combat d'MMA. Sauf que là, ça pas le choix de devenir universel. Là. Oui, il faudrait que ça devienne universel parce que là, chaque pays va vouloir développer des athlètes dans ce sport-là puis tout. Fait que ça va standardiser le sport. Ça vient avec un downside aussi. Fait que j'aime son commentaire, Roger Gracie. Tu sais, moi, dans mon monde idéal, j'aimerais... Tu penses que ça va dénaturer le sport? Ça peut. Okay. Ça peut. Parce que quand tu es obligé de te plier à une espèce de standardisation, ben là, c'est sûr que ça devient... On s'entend que la communauté olympique, c'est un peu une mafia aussi. C'est une grosse, la plus grosse. Ah ouais. Probablement la plus grosse mafia, fait que t'as pas beaucoup de leverage avec eux. Fait que ça va développer une génération de jeunes athlètes qui vont uniquement vouloir aller aux Olympiques. Regarde, là, on voit, là, c'est devenu un sport d'entertainment professionnel, le Jiu-Jitsu. Il y a de l'argent maintenant là-dedans. C'est très incompatible avec l'olympisme. Ouais. Fait que, oui, j'aime le bémol. Je suis excité parce que
petite tranche de vie. On écoutait les Olympiques pendant 2 semaines et demie et que mes enfants, ça jouait tout le temps. Ils étaient écœurés, mais ils aimaient ça aussi en même temps. Puis là, Anaïs me parlait, ma fille, ma plus jeune, qui fait du jiu-jitsu, elle compétitionne beaucoup, elle a du succès, puis elle dit « Papa, j'aimerais ça aller aux Olympiques. » Là, puis là, j'expliquais qu'il l'a pas encore. Il y a comme mon rêve de papa qui rêverait de voir ma fille aux Olympiques, mais en même temps, j'aime autant mieux qu'elle fasse de l'argent à UFC BJJ dans le futur. Tu comprends? C'est comme... c'est un couteau à 2 tranchants. Fait que Roger Gracie qui s'est levé pour dire « Hey, juste un petit warning là-dessus. » Mais on est loin. On est très loin. Très loin encore d'avoir le jiu-jitsu. Peut-être nos enfants, tu sais. Peut-être. Dernière petite nouvelle sur les iPoke News. Il y a ESPN qui a sorti le classement des sports les plus durs d'après eux autres. Et le premier, bien évidemment, je dis évidemment, on a mis la boxe en premier. On met le hockey, le football, le 4e, le basket. On met le basket avant la lutte et le MMA. La lutte, 5e position, le MMA, les arts martiaux mixtes, en 6e position, après le basket. J'ai un bémol là-dessus. On va prêcher pour notre paroisse. Là. À chaque année, je pense qu'ils sortent cette espèce de classement-là. Puis à chaque année, il me fait rire parce que je me dis, sur quoi qu'ils se basent? Premièrement, comment tu peux avoir numéro 1 la boxe et 6 MMA? Ouais, ça suit. Je veux pas qu'on se discute lequel qui est le plus dur, mais c'est au moins égal. Est-ce qu'ils se basent sur à quel point c'est difficile d'apprendre le sport? Ou à quel point le sport est dur sur le corps? J'aimerais ça savoir le critère. Aussi, parce qu'on voit pas les barèmes, on voit pas les critères. Non, parce que moi, ça random. Je veux pas être plate là, sur la difficulté d'apprendre un sport. Apprendre le MMA, là, c'est l'histoire d'une vie. Ah ben oui. Le jiu-jitsu, c'est l'histoire d'une jamais. Jamais. Il y a une évolution constante dans le sport, comme tout sport, tu vas me dire. Mais il faut t'apprendre comme 5 sports en un. Le basket, hey, c'est des athlètes, là, on va se le dire. Mais c'est un type de personne X. Mais tu sais, si c'était basé sur la difficulté du sport, ça a longtemps été prouvé que frapper une balle de baseball lancée par un lanceur professionnel, c'est la chose la plus dure à faire, tout sport confondu. Il n'y a même pas d'indice promis. Hey, fait qu'on se base sur quoi pour faire ça? Puis tu sais, moi, j'ai aucun problème avec le classement. C'est juste que je mets... Tu sais, quand je vois les joueurs de basket, qu'ils jouent pour la faute... Puis, tu sais, ils reçoivent LeBron James qui a une crampe, là, puis quand tu vois l'autre MMA qui a le front fendu ici, puis ah, let's go, on y va. C'est comme. Tu peux pas mettre le basket avant la lutte ou le MMA. Là. Si le critère, c'est la difficulté, le toughness du sport, là, ben clairement, écoute, un, c'est un sport de gladiateur, l'autre, le basket. Hey, puis j'aime le basketball, là, je suis pas en train de dire ça. Puis, quand tu parles de difficulté, moi plutôt, là, on est 2 gros fans de ça. Allez jouer au golf, les amis. Vous allez voir que, tu sais, pour te faire humble, là, comme on dit, pour devenir humble, là, va jouer au golf, man. Moi, dans pas mal tous les sports, là, je les pogne vite, puis on joue des fois ensemble, papi. Alors, techniquement, c'est probablement un des sports les plus durs, là, mais clairement, c'est pas là-dessus qu'on se base pour faire ce classement-là. Ben, faut pas. Fait que, oui, j'aime ça, ces classements-là. Ouais, moi tout. J'aime ça parce qu'on s'attime pas, on est pas du même avis, mais je trouve ça intéressant. Mais écoute, je veux pas être plate, là, mais le MMA. En tout cas, on a sorti les 50 sports les plus difficiles. Là, je vous ai sorti les 6 premiers parce qu'il y avait la boxe, MMA et la lutte là-dedans. Mais vous pouvez aller voir le classement des sports les plus durs fait par ESPN. Il y en a une trolley, là. Ça part de la boxe au handball à aller au sport équestre. Il y a une coupe. S'ils mettaient le pickleball avant le MMA, je criais. Non, imagine. Arrêtez. Le pickleball. C'est dur, ses chevilles. Hey, Matt, un autre... Beau show, une autre émission terminée. On salue notre ami Gérard. Richard, pas Gérard. Attention, il va te corriger. Hein? Ouais, tu l'appelais Rich, puis il n'a pas aimé ça. Ouais, je sais pas de quoi je parle. Non, c'est ça. Notre ami Richard. On salue à tout le monde qui nous suit. Encore une fois, suivez-nous sur toutes les plateformes. L'application. Abonnez-vous pour du contenu exclusif sur Chaos Sport. On a encore une fois les capsules. À toutes les semaines, on répond aux questions. On essaie de vous lire. Suivez-nous. Suivez sur les plateformes pour le face-à-face également. Des invités. Le fun à toutes les semaines qui parlent de leur expérience de combat ou de l'expérience qui aiment le combat, leur passion envers les sports de combat. On va avoir plusieurs personnes qui s'en viennent. On a un neurologue qui va venir nous parler de commotion cérébrale. Bon, on a une athlète olympique qui s'en vient, Catherine Beauchemin-Pinard, qui est allée aux Jeux olympiques en judo. Stéphane Larouche qui s'en vient aussi dans les face-à-face. Donc ça va être vraiment intéressant. Et celui-là de cette semaine, je suis très content de le recevoir. Ça va être Yves Lavigne, l'arbitre québécois qui a été dans des arts martiaux mixtes pendant maintes années, de nombreuses années. Ça faisait partie des meubles. Oui, donc ça va faire partie du face-à-face cette semaine. Matt, merci. Merci à toi. On regarde UFC BJJ jeudi prochain, UFC 326.
TVA Sport Direct, TVA Plus, samedi soir, et la télé à la carte en français sur Canal Indigo. Je suis démasqué Et maintenant. on se revoit la semaine prochaine pour un autre call show.